Donc, je m'appelle Aurélie Fontaine, je suis journaliste, correspondante pour des médias francophones au Sénégal et je travaille dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Et je m'intéresse au thème de la migration et plus particulièrement aux épouses d'émigrés, c'est-à-dire aux femmes qui restent pendant que leurs maris sont partis trouver du travail en Occident. Donc à ces femmes qui restent là, au Sénégal, mais aussi au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et je m'intéresse à leurs histoires et à ces femmes-là dont on ne parle pas. En fait, c'était en 2009 ou 2010. Je lisais un roman policier de l'écrivaine franco-sénégalaise Laurence Gavron. Un de ses romans policiers, celui-là s'appelle Hivernage. Et dans une partie du livre, elle parle d'une jeune femme qui est mariée à un émigré italien, un Sénégalais qui est parti immigrer en Italie, et qu'elle n'a jamais vu, qu'elle a épousé sur photo. Et en quelques paragraphes, elle évoquait un petit peu ces situations-là. Et moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, c'est fou, on parle d'immigration, on parle de ceux qui font le chemin vers l'Occident, qui meurent souvent sur le chemin, ou pour lesquels c'est très difficile. Et ensuite, on parle de leur vie une fois qu'ils sont arrivés en Occident. On parle jamais de ceux qui sont restés en arrière et de celles qui sont restées en arrière. Et je trouvais ça fou d'en avoir jamais entendu parler, en fait. Donc je me suis intéressée à cette question-là. J'ai d'abord fait des recherches sur Internet, voir s'il y avait des études, des rapports, s'il y avait eu des organisations régionales qui s'étaient intéressées à ce sujet, ou si des journalistes avaient déjà écrit des articles là-dessus. J'ai trouvé très peu de choses, voire quasiment rien. Donc j'ai commencé à interviewer des sociologues, notamment Fatou Sarso, qui est sociologue des genres et de la migration, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et donc qui a fait quelques études là-dessus. Ensuite aussi chez ONU Femmes, la responsable de ONU Femmes à l'époque à Louga, donc Louga qui est avec Matam, les villes, voilà, tout enfant il y a des immigrés au Sénégal, donc forcément là où il y a le plus d'émigrés au Sénégal. Donc voilà, en rencontrant des gens, et puis bien évidemment en allant à Louga et en allant rencontrer ces femmes-là. D'abord via une vieille dame qui s'appelle Touti Dieng, qui a longtemps avait une émission de radio sur une radio locale où justement elle lisait les lettres de ces femmes-là, de ces épouses d'immigrés qui demandaient conseil en fait. Donc c'est une émission qui est très écoutée, une émission hebdomadaire. Donc en la rencontrant elle, j'ai pu aussi rencontrer d'autres femmes d'immigrés, puis en restant un petit peu de temps et voilà, tout simplement. C'est pas compliqué, mais c'est pas non plus facile parce que forcément c'est des sujets un peu tabous. Déjà parler de sa vie personnelle et de sa vie intime à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas forcément facile. Et puis encore plus quand il s'agit d'un sujet qui est pas glorieux en fait, parce que c'est difficile quoi. Ces femmes, elles ont cru que en épousant un immigré, elles allaient pouvoir avoir une belle vie, avoir de l'argent, pouvoir mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, et puis en fait elles se rendent compte dans une grande majorité que c'est pas du tout le cas, donc elles tombent de haut, tous leurs espoirs s'évaporent, et donc le dire tout haut, le dire à quelqu'un, ça veut dire que d'une part c'est vrai, et puis ça veut dire parler de quelque chose dont on a honte, et puis finalement la société fait qu'on a honte aussi de ça. Donc non, c'est pas facile, mais bon, déjà l'anonymat fait que les femmes-là ne donnent pas leur nom, donc c'est dans un sens ça libère un peu plus la parole. Et après, quand il y a eu des photos, les photos étaient toujours faites soit avec un voile, soit de dos, de façon à ce qu'on ne les reconnaisse pas, ce qui est normal, surtout dans des petites villes comme ça où tout se sait rapidement. Alors il y a la pression sociale, la pression familiale, parce que de cette femme-là en fait va dépendre le quotidien financier de sa propre famille, mais aussi de la famille de l'immigré. Donc ça fait beaucoup de monde à soutenir financièrement, et souvent il n'y a pas tant d'argent que ça qui arrive chaque mois, et encore plus depuis la crise financière mondiale où pour ces immigrés-là c'est de plus en plus difficile de trouver un travail en Europe. Donc
l'âge d'or de l'immigration, ça n'existe plus, sauf pour quelques personnes qui ont encore la chance de trouver un travail en Europe ou aux États-Unis, au Canada. C'est de plus en plus difficile, donc il y a cette pression-là, c'est-à-dire finalement pas d'argent. Il y a la pression pour un certain nombre de femmes de la belle famille, parce que beaucoup d'entre elles, une fois qu'elles sont mariées, vont vivre dans la belle famille, et souvent elles sont pas très bien considérées, elles sont quand même considérées comme des femmes à tout faire, elles sont maltraitées moralement, parfois physiquement. Ça, il y a eu des cas de maltraitance physique. En discutant avec la gendarmerie ou au tribunal, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, cette difficulté financière-là, la pression de la société, de la famille, et puis aussi les sentiments, c'est-à-dire que pour une femme qui s'est mariée soit en connaissant pas son mari, parce qu'il y a beaucoup de mariages à distance qui se font, puisque dans le mariage musulman religieux, il n'y a pas forcément besoin de la présence de la femme. Donc voilà, et soit elles connaissent pas leur mari, soit elles le connaissent très peu. De temps en temps, souvent ils vont partir 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans sans les revoir, ou alors elles le revoient un été par-ci, un été par-là. Donc c'est difficile déjà de nouer une relation de couple dans ces situations-là, et puis en plus la solitude, ne pas voir son compagnon, son mari pendant 2 ans, 3 ans, avoir des enfants avec lui et que l'enfant ne connaisse pas son père, ça fait des situations très difficiles, c'est la solitude, c'est dur, et elles sont souvent pointées du doigt. Il suffit qu'elles aillent parler à un homme, par exemple, et aussitôt la rumeur va enfler, comme quoi elles trompent leur mari. Et voilà, c'est ça, c'est très difficile pour elles. Tout de suite, elles sont pointées du doigt. Donc voilà, elles ont ces multiples chapes sur elles. Donc c'est assez compliqué. Mais cependant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça change tout doucement. Ça change tout doucement sur 2 choses. C'est-à-dire que les femmes prennent conscience qu'elles ont des droits. Donc elles vont, et ça on l'a constaté en allant au tribunal et en rencontrant les juges, qui disent que voilà, il y a de plus en plus de demandes de divorce. C'est-à-dire que malgré tout, les femmes vont dire ok, c'est plus possible, moi je peux plus supporter cette situation, je demande leur divorce, mais ça reste difficile parce que la pression de la famille et puis le quid de l'après. C'est-à-dire souvent ces femmes-là n'ont pas de travail, en tout cas au Sénégal, et ou pas assez de revenus pour assurer les revenus à toute la famille et à leurs enfants. Donc ça reste un chemin un peu difficile, mais qui est de plus en plus fait. Ensuite, les jeunes femmes qui se marient et qui n'ont pas d'enfants, il y en a de plus en plus aussi qui vont se rendre compte qu'on leur avait promis si tu peux continuer tes études, et en fait une fois mariée, non, tu continues pas tes études, tu vas dans la belle famille, tu as des enfants, tu fais le ménage et voilà. Et donc certaines vont dire non, c'est pas ça que je veux pour ma vie, et elles décident de divorcer. Ça. Et enfin, dernier point, j'ai rencontré des jeunes filles dans des lycées et qui expliquaient que elles, notamment à Louga, elles avaient dans leur famille forcément une femme plus ou moins proche qui était mariée à un immigré, et elles voyaient bien la réalité de la situation puisqu'elles sont dans la famille, donc elles voient comment ça se passe. Et en fait, elles se disent non, moi c'est pas ça que je veux. Enfin, je veux dire, je veux une relation de couple, je veux une vie de famille. Et c'est plus autant que ça, ça l'est encore, mais c'est plus autant que ça un rêve d'épouser un immigré. Mais ce qui vient en contrepoint, c'est-à-dire que ces femmes-là se disent moi je suis capable d'immigrer. J'attends pas qu'un homme émigre pour moi et me donne de l'argent. Moi je suis capable d'y aller, et elle dit je suis sûre que je trouverai plus facilement un travail en tant que nounou, en tant que femme de ménage, qu'un mari. Donc c'est là où ça se modifie un peu. Donc ça c'est le cas du Sénégal, mais par exemple en Côte d'Ivoire, les femmes que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées à Abidjan, c'est exprès, c'est-à-dire rencontrer des femmes de classe moyenne, citadines, forcément donc du coup ce ne sont pas les mêmes contextes. Et ces femmes-là, elles sont souvent indépendantes financièrement, mais c'est plus, après encore une fois, pas faire de généralité, mais en tout cas sur les femmes que j'ai rencontrées, c'est plus des questions de prestige social. C'est-à-dire, ça fait bien, c'est bien, comme au Sénégal, mais là ça arrive, je veux dire, à un plus haut niveau, d'avoir un époux qui travaille à l'étranger, et encore plus particulièrement en Occident. C'est avoir monté d'un cran dans l'échelle sociale en fait. Même si ces femmes-là, elles sont indépendantes financièrement. Et donc du coup, ça leur laisse le loisir, plus facilement le loisir, de pouvoir se séparer
de leur compagnon ou de leur époux parce qu'elles sont indépendantes financièrement. Et aussi parce qu'il y a moins la pression de la famille. Comme je disais, conséquence, c'est que déjà conséquence sur les sentiments, c'est-à-dire cette solitude, c'est très dur de vivre sans son époux, sans son compagnon de si longues années en fait, et toujours en se demandant parce qu'elles ont des nouvelles. Les maris vont appeler peut-être une fois par semaine, deux fois par mois, ça dépend des familles bien sûr, mais l'époux va raconter ce qu'il vit, ce qu'il fait, mais ça reste très vague. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui savent pas vraiment me dire dans quelle ville il est, dans quel pays exactement, parce qu'aussi il bouge au gré des propositions de travail, au gré des saisons, notamment dans l'agriculture. Donc il y a aussi cette peur de mais est-ce qu'il n'est pas en train de se créer une autre famille en fait à l'étranger? Et malheureusement, c'est régulièrement le cas, c'est-à-dire que l'homme a une épouse en Europe, des fois fonde une famille, et puis et souvent cette famille-là ne connaît pas l'existence de l'autre famille au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, et donc c'est très dur pour ces femmes-là qui peuvent pas en fait demander des comptes. Elles ont presque pas de droit de regard, donc c'est très difficile d'être celle qui reste déjà, et en plus d'être celle qui ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors bien sûr c'est pas le cas pour toutes les femmes évidemment, mais d'être toujours déjà dans cette solitude et puis dans cette inquiétude et puis dans cette mais qu'est-ce qui se passe là-bas, je suis pas vraiment au courant, c'est très dur pour n'importe qui, c'est très dur. Donc a fortiori pour elles quand les moyens de communication sont pas assez aisés, c'est-à-dire un coup de fil de par-ci par-là, des discussions WhatsApp quand on a internet, voilà, ça reste quand même assez difficile. Comme je disais aussi, la pression de la famille. Dans certaines familles, belles familles, tout se passe très bien. Les belles filles s'entendent à merveille avec la belle-mère, les sœurs, les frères, les oncles et les tantes. Dans certaines familles, ça se passe difficilement. Donc il y a cette maltraitance morale où on voit la belle-fille comme un peu la bonne à tout faire. Celle à qui on va prendre l'argent dès que l'argent du mois tombe s'il tombe. Et puis des fois la maltraitance, comme je disais, physique, où ces femmes se font frapper. Et puis ensuite, c'est difficile aussi pour ces femmes quand elles ont des enfants. Elles espéraient, elles rêvaient pouvoir mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, ou au moins pouvoir leur payer leur scolarité. Et puis là, elles se rendent compte que c'est pas si facile parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc ça c'est très dur aussi de se dire que l'avenir que je rêvais pour mon enfant, en fait, c'est un avenir que j'arrive pas vraiment à mettre en place. Donc c'est très dur pour ces femmes-là. Alors il y a des mariages d'amour, il y a des mariages qui sont des mariages de raison. Moi j'ai rencontré une femme, c'était vraiment un mariage d'amour, c'est-à-dire qu'ils ont créé ce projet-là de migration ensemble. Il a décidé de partir, il y avait toujours un contact. C'est vraiment une cellule familiale soudée avec un mariage d'amour. Et au final, la femme, elle avait la possibilité d'aller le voir en Italie, donc vraiment une relation à distance, une vraie relation. Et puis finalement, le mari est revenu à Louga. Ils ont acheté un terrain, ils ont acheté un champ, et lui travaille dans les champs, il travaille à la construction de sa maison, et ils sont ensemble, et ils sont heureux, ils ont eu un deuxième enfant. Voilà, alors ce sont des cas qui arrivent, heureusement. La majeure partie des cas, c'est pas ça. C'est effectivement des mariages de raison. Soit il y a la pression sociale sur la jeune fille, parce que généralement ce sont des jeunes femmes, parce que elle croit et elle voit autour d'elle toutes ces femmes mariées à des immigrés qui ont des beaux habits, des beaux sacs, des belles chaussures, donc elle se dit pourquoi pas moi. Et puis de toute façon, elle le sait qu'il y a aussi plein de femmes, ça ne fonctionne pas. Mais elle se dit pourquoi pas moi, pourquoi moi je pourrais pas essayer. Et c'est tout à fait normal, pourquoi on essaye, on verra bien si ça fonctionne ou pas, mais au moins j'aurais essayé. Et puis aussi il y a la pression familiale, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont mettre la pression sur leurs enfants pour qu'elles épousent un immigré parce que ce sera soi-disant gage de richesse, et donc cette richesse-là pourra profiter à toute la famille familiale. Alors il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres, mais sur le terrain, en discutant dans les centres de santé, à la gendarmerie,
on a pu constater un lien. Alors, il faut pas dire que épouse d'émigrés égale infanticide ou avortement clandestin, mais si on regarde dans les journaux, dans les faits divers ou quand il y a des infanticides, souvent c'est dans des souvent. De temps en temps, c'est dans des foyers d'immigration. Voilà, on peut pas faire le lien parce qu'il n'existe pas de statistique, il n'existe pas de chiffres. Mais c'est vrai que pour une épouse d'émigrés qui aurait eu une relation extra-conjugale et qui aurait abouti à une grossesse, garder cet enfant, c'est très compliqué parce que c'est déshonorer son époux, c'est déshonorer la famille, sa belle famille, c'est déshonorer sa famille, c'est se déshonorer. Donc certaines font le choix douloureux de tuer leur enfant, leur bébé, leur nouveau-né, lorsqu'il vient de naître. Soit de le tuer, soit de l'abandonner. Dans les cas d'avortement clandestin, ça je pourrais pas vous dire, mais on a plus constaté des infanticides en fait que des avortements clandestins. Ça sur ce point précis-là, pas d'informations.